Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. J'adore le cinéma et je pense que c'est un secret pour personne aujourd'hui. Et je l'aime de toute forme de genre, que ce soit aventure, thriller, action, émotion, voire même romantique aussi à mes heures perdues. Sauf le cinéma d'horreur. Un traumatisme de l'enfance. Je voudrais bien dire un truc, mais je ne sais pas quoi. Alors je ne pourrais pas forcément dire qui m'a donné cette passion pour le cinéma ou le monde de l'audiovisuel en général, mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à chercher des indices et il y a une personne peut-être qui serait cette personne, mon grand-père. Et cette personne-là, quand il est passionné, il l'est. Et sur tout ce qu'il fait en règle générale d'ailleurs. Je pourrais un jour peut-être faire un vlog sur sa grande passion des trains. Ouais, chacun ses passions. Et il y a un seul genre qu'il apprécie particulièrement par rapport à tous les autres. Et je le comprends totalement, car ce genre a été l'un des plus grands au cinéma à l'époque. Certes un peu oublié aujourd'hui, mais il y reste pas moins de véritables pépites dépassant l'univers de leur genre. Et oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons enfourcher nos chevaux direction l'Ouest américain pour aller vivre l'Eldorado de la nouvelle vie et la ruée vers l'or pour découvrir les secrets et anecdotes de ce tournage des films les plus cultes du Far West, ou plus communément appelés les films de western. Sorti sur les écrans en 1969, Il était une fois dans l'Ouest a été un immense succès, notamment en Italie ou aussi dans toute l'Europe. Mais c'est en France, messieurs dames, que le film de Sergio Leone a eu le plus d'impact. Et c'est le cas de le dire. Pour vous dire, présent à la première place du box-office de cette année-là, il a été vu par près de 15 millions de spectateurs. Combien ? Dites-vous qu'à l'époque, il est le 4e plus grand succès du cinéma en France, bien avant l'arrivée de James Cameron ou des films comme Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables. Ce qui le plaçait donc à la 4e place du podium, mais pas derrière n'importe qui, puisqu'en effet le top 3 de l'époque était donc constitué de Autant en emporte le vent, La Grande Vadrouille, ou même encore Blanche-Neige et les 7 nains. On connaît tous ce qu'est un crédit, ou plus communément appelé un générique de fin, et il y en a de toutes sortes et de toutes durées. Mais il faut savoir que le film de Sergio Leone détient encore le record du générique de fin le plus long de l'histoire du cinéma, avec, tenez-vous bien, plus de 14 minutes. Combien ? Avec ce chiffre, il faut aussi rappeler que la version originale de Il était une fois dans l'Ouest durait pas moins de 3h30, qui est un film extrêmement long à l'époque, mais encore aujourd'hui. Même si j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a énormément de concurrents qui veulent atteindre ce chiffre. N'est-ce pas Avatar? Parce que là ça commence à être long là, 3 heures quand même. D'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote, il faut savoir que quand le film est sorti en Italie, en Europe et aux États-Unis, il y a donc eu plusieurs versions différentes. Mais pour votre culture, le record est toujours à lui, mais il a déjà été surpassé par une trilogie fantastique, à savoir la trilogie du Seigneur des Anneaux. Toutefois, impossible pour l'un des 3 films de la saga de s'attribuer ce record, car on parle pour les records de la version cinéma, où la communauté de l'anneau n'avait que 10 minutes de générique de fin, les 2 tours 9 minutes, et le retour du roi en avait 10. C'est dans leur version longue que les 3 films de Peter Jackson contiennent respectivement 23, 20 et 15 minutes de générique de fin, soit un total de 58 minutes pour l'ensemble de la trilogie. Combien ? Ces derniers sont plus longs, notamment car le réalisateur avait tenu à mettre dans les crédits les membres du fan club officiel du Seigneur des Anneaux qui avaient payé leur adhésion pendant 3 ans. Il a voulu tricher et il n'est pas récompensé. Vous voyez les enfants? Tricher, c'est mal. Souvenez-vous de mon premier Filmoscopia sur la saga des Retours vers le futur. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, honte à vous, mais je vous laisse le bénéfice du doute. Vous pouvez aller la revoir ou la voir en allant sur Petit Épinglé. Je vous parlais en effet d'une anecdote plutôt drôle sur ce film. En effet, le réalisateur donc de Retour vers le futur, Robert Zemeckis, a avoué que l'arrivée de Michael J. Fox dans la gare de Hill Valley en 1885 dans Retour vers le futur 3 est filmé de la même façon que l'arrivée de Jill, jouée par Claudia Cardinal, à la gare dans Il était une fois dans l'Ouest. Ah, enfin Tarantino dans un Filmoscopia. J'en ai toujours pas eu encore l'occasion de vous parler de Quentin Tarantino et de toute sa filmographie qu'il a eu derrière, mais autant vous dire qu'il y en aurait des anecdotes à dire.
Mais vous savez qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si vous voulez avoir une vidéo de ce type, petit commentaire, petit pouce bleu et surtout l'abonnement. C'est important de vous abonner. Mais bon, on va se reconcentrer un peu, car en effet là on ne parle pas de Tarantino pour parler de Kill Bill ou de Pulp Fiction. Ici on va parler de l'un de ces deux films de western qu'il a réalisé, donc Les 7 salopards, on n'en parlera pas, mais on va parler de l'autre qui, à mon sens, est le mieux réalisé des deux, à savoir Django Unchained. Pour commencer sur ce film, il faut donc savoir que Django Unchained emprunte son nom à un des nombreux grands films faisant partie des western spaghetti. Le fameux Django sorti en 1966 avec à l'intérieur l'acteur Franco Nero dans le rôle éponyme. Et si sa tête vous dit quelque chose, c'est normal car Tarantino lui a offert un caméo dans son film. Il est celui qui, quand au bar Django épelle son nom et précise que le D de Django est silencieux, et lui répond « I know ». Bon, si vous connaissez le film et que vous avez déjà fait vos petites recherches, vous êtes déjà sûrement tombé sur TikTok sur une vidéo qui explique déjà cette anecdote, parce qu'elle est clairement l'une des plus mythiques du cinéma. Mais je suis quand même obligé de vous la présenter parce que un mythe et une légende, on en parle, on le laisse pas sur le côté. Lors de la scène du dîner à Candyland, Calvin Candy, joué par l'illustre Leonardo DiCaprio, brise un verre de la main. Cet effet, vous l'imaginez bien, n'était pas voulu et a eu pour conséquence de blesser sévèrement la main de l'acteur. Toutefois, celui-ci a continué la scène comme si de rien n'était, déclamant même ses répliques en incluant cette erreur dans la scène en touchant Kerry Washington, lui faisant quelques traces de sang, ajoutant encore plus de tension dans la scène. On peut le voir d'ailleurs à la tête des acteurs autour que ce n'était pas du tout prévu et qu'ils se sont inquiétés, mais voyant Léo continuer comme si de rien n'était, ils ont décidé de continuer. À la fin de la prise, il a eu le droit aux applaudissements de l'assemblée, s'est fait poser des points de suture et en garde encore une cicatrice aujourd'hui. La maîtrise d'un homme ô combien talentueux. D'ailleurs, pour terminer sur l'acteur, il faut savoir que c'était la première fois en 16 ans que Leonardo DiCaprio ne faisait pas partie du haut de l'affiche d'un film où il était présent. Dans l'univers des Oscars, il est très compliqué de en gagner un quand tu es un film de western. Dites-vous qu'avant 1991, le dernier film de western à avoir remporté l'Oscar du meilleur film n'était autre que La Ruée vers l'Ouest de Richard Dix, sorti en 1931. Donc c'était long. Mais donc en mars 91 commence la 63e cérémonie des Oscars. Et cette année-là, le film le plus nommé n'est autre que le film Danse avec les loups. Et sur ces 12 nominations, notre film en a gagné 7. Meilleur montage, meilleure photographie, meilleur son, meilleur scénario adapté, meilleure musique, meilleur réalisateur et enfin le Graal, celui du meilleur film. En revanche, aucun des 3 acteurs nommés cette année-là, à savoir Kevin Costner, Graham Greene et Mary McDonnell, n'est reparti avec l'Oscar de la catégorie dans laquelle ils étaient pressentis. Bon, pour la défense du film, il faut savoir qu'en face, il y avait aussi de la concurrence. C'est la même année, par exemple, où dans la catégorie du meilleur rôle secondaire, il y avait Joe Pesci dans Les Affranchis. Et il était inclassable. Hors catégorie, le Joe Pesci, là. Vraiment, inclassable. Après avoir parlé des Oscars, parlons tournage. Le film a été tourné au début des années 1990, dans le Dakota du Sud, une région de collines rocheuses des États-Unis, sans aucun bison sauvage dans les prairies. Il a donc fallu faire quelques aménagements et notamment amener des bisons pour le besoin du tournage. Alors, pour le moment, vous allez me dire, ça va, tout le monde est habitué dans le monde du cinéma à faire venir des animaux dans des endroits où de base ils ne sont pas ou plus pour les besoins d'un tournage. Mais je vous en parle parce que il y a eu un truc plutôt incongru avec ces affaires de bisons. En effet, dans le troupeau de bisons, 2 d'entre eux avaient été généreusement prêtés à Kevin Costner par le célèbre chanteur Neil Young, qui en possédait 2, plus d'autres bisons encore qui faisaient un joli petit troupeau. Cherchez pas, délire de star. Mais c'est pas le pire, car l'artiste apprend même au réalisateur que l'une de ces 2 bêtes est accro aux biscuits Oreo. Et Kevin, il l'a très bien compris. Et d'ailleurs, dans le film, lorsque, lors d'un plan, un bison fonce vers la caméra, il se dirige en réalité vers un paquet d'Oreo. On peut donc potentiellement affirmer que la réussite du film vient, dans une brève petite partie, mais elle est considérée comme importante, de ces fameux biscuits. Pour ce film, vous allez voir, ça va aller très vite. La musique des 7 mercenaires, écrite et dirigée par Elmer Bernstein, est connue de tous et est entrée dans la légende.
Et dans son orchestre, le pianiste et, ironie du sort, un autre futur très grand nom de la composition de bandes originales de films, le légendaire John Williams. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, Les 7 mercenaires est librement inspiré d'une autre œuvre qui s'appelle Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Pour vous dire, si on devait faire graveleusement un résumé du film, le film américain c'est Les 7 samouraïs avec du sable et des pistolets. Et sans les sabres. C'est un résumé très graveleux, mais c'est à peu près ça. Et il faut savoir que le réalisateur japonais a beaucoup apprécié cette version, au point d'envoyer en cadeau à Jon Sturg, le réalisateur des 7 mercenaires, un magnifique sabre d'apparat. Et pour terminer cette vidéo, nous allons enfin parler du film western le plus grand de tous les temps. Et je ne veux aucun débat dans les commentaires, c'est lui, point barre. Le Bon, la Brute et le Truand est le 3e film de la trilogie qu'on nommera plus tard celle de l'Homme sans nom. Après, pour une poignée de dollars, tourné en 64, et pour quelques dollars de plus, réalisé en 65. Mais comme George Lucas avec Star Wars, il faut savoir, Sergio Leone, il aime pas l'ordre chronologique. Ce qui fait que, dans ce film, on nous fait découvrir les premières aventures de notre personnage. Ainsi, à la fin du film, il récupère le poncho qu'il n'aura plus jamais enlevé dans les 2 suites d'après, qui ont été tournées avant. Je sais pas si vous avez compris, mais vous voyez à peu près l'idée. Anecdote amusante, il faut savoir que Sergio Leone est italien et ne parle pas un mot d'anglais. Quant à Eli Wallach, l'acteur du truand, il n'était pas plus doué pour comprendre et parler l'italien. Alors, pour se comprendre et réaliser le film correctement, les 2 hommes communiquaient en français. Pas mal, non? C'est français. Pour finir, durant un tournage, il faut savoir que la plus grande partie des équipes est liée au matériel, les caméras, les lumières, etc. Mais il y a une autre équipe qui est aussi liée à la sécurité des acteurs et autres personnes sur le plateau. Mais pour ce film, vous allez voir, ça a été compliqué. Eli Wallach d'ailleurs a par exemple failli s'empoisonner en buvant accidentellement une bouteille d'acide laissée par un technicien près de sa bouteille de soda. Et c'est pas la seule fois où il a été mis en danger. Il a raconté plus tard que lorsque le cheval sur lequel il s'apprêtait à être pendu s'est emballé, effrayé par un coup de feu qui coupe la corde, l'acteur a parcouru 1500 mètres au galop, les mains toujours attachées dans le dos. Il a aussi risqué sa peau dans la scène de l'évasion du train. Après avoir sauté du wagon en marche, Tuco a l'idée de couper la chaîne qui le relie au cadavre du caporal mexicain en la plaçant sur les rails afin que le prochain train la sectionne. C'est une bonne idée certes, mais ni l'acteur ni l'équipe technique n'avaient toutefois remarqué que les marchepieds du train dépassaient de 30 cm. Il lui aurait suffi de relever la tête et de devenir, comment on peut dire ça joliment? Ah oui, le cavalier sans tête. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez Lucky Luke. Au moins, ça fera un lien avec la chaîne et on verra si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça a été le cas. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez le mettre vraiment partout et vous n'avez aucune excuse de ne pas vouloir en mettre. N'hésitez pas non plus à la partager et à me retrouver, que ce soit sur Instagram, X, TikTok, Thread ou encore LinkedIn pour ceux qui veulent vraiment aller chercher plus loin. Et surtout, si vous cherchez par exemple un monteur vidéo ou un créateur UGC, n'hésitez pas à aller dans la description. J'ai mis le lien de mon site professionnel si vous voulez en savoir plus. Et enfin, si vous ne l'êtes toujours pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. C'était Yota en direct de la toile et à vendredi prochain sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao!